Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission géopolitique à l'occasion de la revue organisée par Gémonu. Une semaine où la tribune de l'association propose chaque jour des articles, interviews et autres productions avec pour thème central le soft power des pays du Golfe. Avec nous, quelques chroniqueurs de Micro-ondes, Abi, Bonjour. Adam, nouveau, Bonjour. Madeleine Bonjour. et moi-même. Et pour représenter Gémonu, nous avons l'honneur d'accueillir Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour, merci beaucoup à Micro-ondes d'avoir tout de suite adhéré à notre projet. Ça nous a fait très plaisir que vous rejoigniez ce projet assez ambitieux qui est la revue. Et je suis extrêmement content de là ce soir parmi vous pour discuter des soft power des pays du Golfe. Voilà, donc nous avons tous prévu une petite chronique sur ce thème qui est le soft power des pays du Golfe. Et toute la semaine, vous pouvez donc retrouver sur le site de Gémonu d'autres articles, interviews, etc. Sur ce même thème. Je vais laisser Abi ouvrir la marche. Abi, tu vas nous parler de Neom, un projet de ville écologique. Alors, comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, donc j'ai choisi de parler du projet NEOM. Donc, le projet NEOM, c'est un projet qui rentre dans le plan de vision 2030 porté par Mohamed Ben Salman, le prince héritier du royaume, MBS pour les intimes, depuis 2016. Donc, pour vous peindre en quelques mots ce à quoi ressemblera NEOM, il s'agit d'une ville très moderne, donc de 26 000 m², à peu près 250 fois la taille de Paris, et résolument tournée vers l'écologie et la technologie. C'est une ville qui sera entièrement dépendante des énergies renouvelables et autosuffisante. Et dans ce domaine, on peut citer la création d'un important parc éolien. Donc, NEOM est l'un des nombreux projets censés contribuer à la modernisation de l'Arabie saoudite, comme ses nombreux pays voisins. Le but est de passer d'une économie centrée sur la rente d'énergie fossile à une économie diversifiée. Donc en quelques mots, pour présenter la ville, elle sera située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, à proximité de la mer Rouge, une zone qui représente à peu près 10% des échanges mondiaux. Donc c'est un point important pour permettre à l'Arabie saoudite de s'impliquer et de retrouver sa place au niveau international. La construction de la ville sera financée majoritairement par le fonds souverain saoudien, ainsi que des investisseurs privés. Et donc l'objectif est de créer plus de 380 000 emplois et de générer plus de 90 milliards de dollars. L'objectif aussi est d'inciter les Saoudiens à consommer à l'intérieur du pays, car dans de nombreux domaines, notamment tout ce qui concerne le tourisme, l'art et même les soins, parfois, les Saoudiens sont souvent conduits à aller à l'étranger, ce qui représente une grande perte financière pour le pays. Ce projet-là en question est destiné à inciter donc les Saoudiens à consommer à l'intérieur. Comme sur le modèle chinois donc des 4 modernisations dans les années 80, la ville aura un fonctionnement particulier, donc son fonctionnement sera indépendant du système actuel de l'Arabie saoudite, notamment au niveau fiscal et judiciaire, donc un peu sur le modèle des 4 modernisations chinoises. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, derrière le projet se trouve l'éminente figure de Mohamed Ben Salman, le prince héritier du royaume qui, depuis 2017, a une montée en pouvoir assez importante. Et il a voulu porter donc, ce projet pour moderniser ce pays qui a une jeunesse qui représente environ 70% de la population. Donc 70% de la population d'Arabie saoudite a moins de 30 ans. Et cette population est aussi fortement confrontée au chômage. Donc premièrement, c'est un moyen aussi d'inciter et de former les jeunes pour pouvoir contribuer à l'économie de demain, donc d'ici 2030. L'enjeu est de développer l'industrie locale, de former cette main-d'œuvre afin de répondre à ce besoin. Une des particularités aussi de ce projet, c'est la ligne centrale autour de laquelle sera centrée la ville. Donc c'est aussi un second projet dans le projet NEOM, c'est The Line. Donc The Line, c'est un projet de faire une ville linéaire, littéralement, comme l'indique le nom, de plus de 170 km. Et une des particularités, c'est que donc, dans tout le projet NEOM, l'objectif est de substituer tous les moyens de transport actuels que nous utilisons, donc tout ce qui est voiture et tout ce qui est moyens de transport très polluants, donc de substituer tous ces moyens de transport-là à une utilisation du métro, des transports en commun, et que tout soit possible à faire à pied, dans un maximum de temps de 20 minutes pour les habitants de la ville. Donc l'objectif dans toute sa ville de Neom, c'est qu'elle puisse accueillir plus d'1 million d'habitants.
donc après 2030. Et ça rentre dans une politique donc, de diversification de l'Arabie saoudite. Et surtout, ça permet aussi de redorer un peu l'image du pays, notamment avec tous les scandales que ce pays a connus. On peut citer par exemple l'assassinat du journaliste Ramal Khashoggi. Donc cette vision est là pour redorer l'image du pays, même si on peut quand même se poser des questions sur la faisabilité du projet, parce que c'est un projet quand même assez important et très innovateur et très ambitieux. Donc cela reste à voir, donc au niveau de la communauté internationale, surtout donc les questions de droits humains, et on attend de voir comment ça va se passer pour la suite. Du coup, merci Abby pour cette chronique porteuse d'espoir, effectivement. Ce projet NEOM semble effectivement peut-être même être une solution au problème de l'urbanisation auquel de nombreuses villes occidentales font face. Et c'est ça qui peut peut-être être vraiment un volet du soft power de ces pays. C'est qu'ils essayent d'être innovants, de nous proposer peut-être de nouvelles solutions qui après pourront être mises en place dans d'autres pays. Le principe d'un transport en commun, généralisation du métro avec cette ligne, tout accessible à 20 minutes, c'est des grands problèmes auxquels de nombreuses métropoles font face. Et donc effectivement, oui, c'est porteur d'espoir. Et on peut imaginer que si c'est un succès, ça pourra par la suite servir d'exemple pour d'autres villes. Donc implémenter encore le soft power de ces pays. Je ne suis pas sûr que les prochaines chroniques soient si gaies. Je l'espère, mais on va le découvrir tout de suite. On va aborder un petit peu un thème géopolitique très important, qui est celui de la Coupe du Monde au Qatar. Le 38e président des États-Unis, Gerald Ford, déclarait à la sortie des Jeux olympiques de 1972, où s'étaient affrontés l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, compte tenu de ce que représente le sport, un succès sportif peut servir une nation autant qu'une victoire militaire. Une sentence qui ne semble en rien démodée quand l'on regarde la large liste des pays qui rêveraient d'accueillir une compétition sportive de cette envergure. À titre d'exemple, pour accueillir la prochaine édition de la Coupe du Monde de football, qui se déroulera en 2022, 5 candidats étaient en lice pour organiser l'événement. L'Australie, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et le Qatar. C'est finalement ce dernier qui a été désigné pour héberger la seconde plus grande compétition sportive au monde. Une décision qui demeure cependant très contestée dans le monde du sport, et non sans raison. En effet, les températures frôlent les 50 degrés, ce sera la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire, et de nombreux conflits sociaux entrent en jeu. Mais qu'importe, le Qatar aura son show sportif planétaire, quitte à remettre en cause les valeurs du sport en général. Quand le sport était jadis synonyme de cohésion, de dépassement de soi, de partage et de respect, il n'est plus qu'aujourd'hui soumis au paradigme capitaliste de notre société, qui prône des valeurs bien différentes. Soumission, argent et pouvoir. Alors pourquoi le Qatar fait-il autant de sacrifices pour du football ? C'est là qu'Adam entre en jeu, lui aussi, pour nous aider à répondre à la question. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour cette petite introduction. Alors en effet, comme tu le rappelais, le Qatar, c'est 50 degrés en été, mais c'est aussi parce que c'est une presqu'île en fait, c'est-à-dire que c'est en fait une partie qui dépasse d'une côte, reliée à la terre par une étroite bande de terre, et elle est située sur la rive sud du golfe Persique. Donc le Qatar, c'est 50 degrés en été, et la végétation du Qatar est typique d'un climat désertique. Alors comment jouer dans ces conditions ? La réponse est simple, on ne joue pas finalement. On joue en hiver. Et c'est ce qui pose débat. Le Qatar fait l'objet d'une controverse et on va essayer de répondre à cette question. En quoi le Qatar fait-il l'objet d'une controverse depuis 2010 ? Alors finalement, cette chronique du Qatar et cette chronique de cette controverse commence dès 2010 avec le 23 novembre, une réunion secrète à l'Élysée impliquant le prince héritier du Qatar et Nicolas Sarkozy et enfin accompagné aussi de Michel Platini. Alors quelque chose se trame et on se rend compte le 2 décembre 2010 que l'organisation de la Coupe du Monde 2022 est confiée au Qatar. Différentes questions se posent et c'est finalement en 2013 que la réunion secrète a été révélée par l'hebdomadaire France Football sous le titre de Qatargate. Et en 2014, on se rend compte que le journal britannique du dimanche dévoile plusieurs documents internes au comité d'organisation Qatar 2022 qui détaillent les pratiques corruptrices de l'Émirat pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde.
En 2015, Sepp Blatter, donc le président de la FIFA, n'est pas reconduit. Et en 2016, un an après, on a le lancement d'une enquête concernant la controverse de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, bien évidemment, le Qatar a des atouts financiers principalement, donc les plus grosses croissances du PIB du Moyen-Orient. Elle a des points forts, c'est aussi par son gaz et ses hydrocarbures aussi qu'on les remarque. Mais elle possède en contrepartie une dimension sociale qui est à nuancer. Une dimension sociale à nuancer parce que le Qatar, c'est aussi beaucoup de parts d'ombre. De parts d'ombre de par les 6500 travailleurs immigrés qui travaillent sur le chantier de la Coupe du Monde 2022 et qui ont été trouvés morts. Morts depuis décembre 2010, depuis la décision de l'organisation du tournoi au Qatar. Donc finalement, même en 2020, Sepp Blatter déclarait au monde que cette Coupe du Monde au Qatar et cette attribution, finalement, c'était une erreur. Et que sans l'intervention au dernier moment de Nicolas Sarkozy et de Michel Platini, le Qatar n'aurait jamais eu la Coupe du Monde. Voilà la controverse, c'est que le Qatar n'aurait jamais dû obtenir les droits pour organiser la Coupe du Monde en 2022. Le côté politique du football est entré en jeu et a déterminé finalement où se trouverait et qui organiserait la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Je parlais aussi du coup de la dimension sociale avec les travailleurs qui ont subi et qui travaillent dans des conditions désastreuses pour permettre cette Coupe du Monde. Donc voilà, pour conclure, cette controverse, elle dure depuis 10 ans et jusque 2022, elle n'est pas prête de se terminer. La Coupe du Monde se déroulera en 2022 au Qatar, ça c'est certain, mais bien évidemment, différents acteurs continueront à pointer du doigt toutes les manœuvres politiques et frauduleuses qui se cachent derrière cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que derrière cette question de comment ça s'est organisé, il y a aussi la question de pourquoi le Qatar veut accueillir une Coupe du Monde en 2022 alors qu'on sait que ça leur coûte 500 millions, il me semble, par semaine jusqu'en 2022. C'est un prix exorbitant. Et je crois que quand tu dis redorer leur image, elle est là, la réponse, c'est que ils ont un modèle social où, très, très défaillant, où le droit des travailleurs, le droit des femmes est très peu respecté. Et on voit que leurs moyens, justement, ce soft power, leur moyen de redorer leur image, c'est pour eux le foot. C'est le PSG qu'ils ont acheté, c'est la Coupe du Monde qu'ils font en 2022. Et je pense que derrière ça, il faut aussi se demander si les pays occidentaux, en acceptant de participer à cette Coupe du Monde 2022, est-ce que c'est pas aussi les aider à cacher cette ambiance sociale qu'il y a dans ce pays? Et aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on voit clairement que donc c'est la géopolitique du sport, ça leur permet de véritablement convertir leur rente financière en opération marketing, opération de communication, qui va venir justement permettre d'adoucir un peu le regard occidental sur ces pratiques bafouant les droits de l'homme, clairement, que tu mentionnes, Nicolas. Et ce qu'il y a, c'est que dans un article paru cette semaine dans le cadre de la revue, on a aussi vu que justement tous ces démarches allant avec comme objectif de développer l'image du sport, donc la Coupe du Monde 2022 que Adam tu viens de développer, il y a aussi les Grands Prix de Formule 1, etc. C'est pour montrer au monde qu'ils sont véritablement prêts à organiser des événements d'ampleur mondiale, avec comme objectif final l'organisation des Jeux Olympiques qui reste la compétition maître, la compétition phare. Et donc on a déjà eu 2 candidatures qui ont été refusées pour les Jeux Olympiques d'été. Et il n'y a nul doute que le Qatar ou un autre pays du Golfe représentera une candidature dans les prochaines années. Et avec les pots de vin comme le Qatar Gate, il y a peu de doutes sur lesquels un jour il risque sûrement d'y avoir des Jeux Olympiques dans ces pays. Et donc c'est vraiment pour
voilà, tout cela rentre vraiment dans le contexte global de leur soft power du sport. Et du coup, non, moi, ma réaction, c'est aussi sur la fin de ce que tu disais, Adam, tout à l'heure, en disant que oui, la Coupe du Monde allait se dérouler, bien évidemment, au Qatar, mais que tout le monde allait continuer à dénoncer ce qui s'est passé autour. Et moi, je trouve que, surtout la réaction de Sepp Blatter en disant oui, on n'aurait jamais dû, moi, je trouve que c'est une situation à laquelle on commence un peu à être habitué en disant oui, on fait ça, et une fois que la chose est passée, ah ben finalement on regrette, et alors que les personnes savaient très très bien ce qu'elles faisaient au départ, quoi. Et du coup, moi sur le coup, je me suis dit, en tant que consommateur, parce que personnellement, moi je suis une grande fan de foot aussi, enfin les gros événements, je vais les suivre, mais je trouve que c'est un moment aussi qui nous permet de réfléchir un peu sur notre manière de comment on consomme et comment, ce qu'on accepte en fait, et à quel prix on peut accepter que de telles choses se passent, et quelle est la place en fait des supporters et des consommateurs tout simplement du foot, on va dire dans cette guerre économique là, parce qu'il s'agit au fond, il s'agit vraiment d'intérêt économique, quoi. Ouais, surtout que c'est très dommage que le public comme ça soit relégué au second plan. On sait qu'elle va se dérouler en hiver. Quand on voit comment l'Euro de football, la Coupe du Monde précédente, c'était des vecteurs d'intégration et de cohésion au sein même de la société française et des sociétés dans tout le monde. Je veux dire, tout le monde était là à crier, à sauter ensemble. C'est des événements comme ça qu'on voit que pour les événements sportifs. Et, euh, et le fait que ça se déroule en hiver comme ça, qu'il faille, comme tu le dis, soutenir en quelque sorte ces régimes, je trouve que ça vient vraiment oublier l'aspect sportif pour un aspect totalement économique et politique. Bon, il est temps de passer à un autre sujet, l'art, peut-être pour nous redonner le sourire. Madeleine, qui voulait nous parler de l'art comme une arme de soft power. Voilà, donc on va passer totalement à un autre sujet, on quitte le sport et on va voir ce qui se passe du côté de l'art dans les pays du Golfe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'art et plus particulièrement des musées et notamment du Louvre d'Abu Dhabi, qui a été inauguré en novembre 2017 et qui est né d'un accord entre le gouvernement français et l'Émirat. Et à première vue, quand ce musée a ouvert, on a pu le considérer comme une arme diplomatique qui illustre parfaitement le tournant que prennent les pays du Golfe en matière d'art et de soft power. Parce que pendant des décennies, les pays du Golfe, ils ont d'abord été associés à la guerre de l'or noir. Et ils sont maintenant en train de développer leurs différentes offres culturelles. En France, on a énormément entendu parler de ce fameux Louvre d'Abu Dhabi, certainement parce que c'est Jean Nouvel, l'un des plus grands architectes français qui l'a dessiné. Mais il ne faut pas oublier que d'autres événements culturels sont en train de naître dans les pays du Golfe. On peut notamment penser à l'exposition universelle qui a lieu cette année à Dubaï ou encore à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Et d'autres projets sont encore en cours, notamment à Abu Dhabi, qui cumulent les projets artistiques, avec en 2022 l'ouverture qui est prévue d'un musée Guggenheim à Abu Dhabi. Et il ouvrira sur une île de la culture, ce qui illustre encore une fois la volonté des pays du Golfe d'augmenter leur soft power grâce à la culture et de diversifier complètement leur offre. C'est quelque chose qui change complètement et on n'a pas l'habitude de voir les pays du Golfe se diversifier dans ce genre de choses. Et donc construire tous ces musées avec à la tête de ces différentes constructions de grands architectes, ça illustre également le rêve de grandeur des pays du Golfe, parce qu'on sait à quoi ressemblent toutes ces grandes villes des pays du Golfe. Et ça montre encore une fois la puissance qu'ils ont financièrement de faire construire de tels édifices. On peut alors se demander si l'art et les musées, de manière plus générale, sont une source de soft power pour les pays du Golfe. Donc, les musées qui engendrent tant de revenus ne sont issus majoritairement que de deux endroits, à savoir le Qatar et Abu Dhabi, comme on en a beaucoup parlé juste avant. Mais est-ce que cela permet réellement d'augmenter l'influence et le soft power des deux pays? Et comment se servent-ils de cette influence et quelle est cette influence? Donc à l'origine, il faut savoir que ouvrir un Louvre à Abu Dhabi, avait pour objectif principal de reprendre à Dubaï la part régalienne de la culture. Mais en réalité, le Louvre d'Abu Dhabi illustre davantage le soft power français qui s'exporte à l'étranger. En effet, c'est un architecte français qui a dessiné ce bâtiment. Et donc la France consolide encore une fois sa présence dans les pays du Golfe et permet par la même occasion à ces pays de capitaliser sur une autre source de pouvoir. Mais le problème, c'est que cette offre culturelle,
Elle ne s'adresse pas à tout le monde et c'est bien là la limite de ce genre de nouveau modèle du soft power. Parce que les musées, en effet, seraient une nouvelle façon de concevoir le tourisme dans les pays du Golfe, mais il s'agit d'une forme de tourisme ultra privilégié. Politologue Alexandre Kazernoui, l'ouverture des musées dans les pays du Golfe participe à la clientélisation des élites culturelles occidentales. En effet, seuls les plus riches des pays occidentaux peuvent avoir accès à ce genre de musée dans le Golfe. En effet, il faut quand même avoir les moyens de se payer le billet d'avion pour partir en vacances à Dubaï et de surcroît se payer le billet pour aller visiter le musée du Louvre à Abu Dhabi. Et même au sein de ces pays, alors que ces musées apparaissent comme une source de diversification économique, de dialogue des cultures, d'éducation de la population locale, sous-entendant que ce serait le préalable à une ouverture politique, très peu de gens ont en réalité accès à cette nouvelle forme de culture. Il ne faut pas perdre de vue ce qui a été dit avant avec le foot, mais dans les pays du Golfe, on fait face à des clivages sociaux très importants et à des différences en termes de niveau de vie qui sont assez impressionnantes, ce qui prive une grande partie des habitants des pays du Golfe de cette nouvelle source de culture. Il y a aussi une autre dimension de l'art qui est à prendre en compte quand on étudie le soft power artistique des pays du Golfe, c'est le fait que ces nouveaux musées soient des musées miroirs. En effet, en Occident, on n'est pas habitué à entendre parler de la culture des pays du Golfe. Et donc ces musées ont pour vocation de représenter le pays et de traduire la culture islamique souvent aux pays occidentaux. Donc pour conclure, si je devais répondre à la question « Est-ce que le récent développement culturel des pays du Golfe est une arme de soft power ?», je répondrais en 2 temps. Tout d'abord, tous les pays ne sont pas concernés et encore une fois, au sein même de ces pays, seule une toute petite partie de la population a accès à ces musées. Et de ce point de vue-là, je dirais que le soft power de ces musées est relativement limité. Enfin, nous pouvons considérer ces nouveaux musées comme une arme du soft power dans la mesure où ils permettent à ceux qui ont la chance de les visiter d'admirer la grandeur du pays qui a réussi à construire ces ouvrages souvent magnifiques et qui permettent aussi de découvrir une culture souvent encore méconnue pour les Occidentaux. Il faut aussi souligner l'importance de ces musées pour les pays partenaires comme la France. Grâce au Louvre d'Abu Dhabi, la France renforce sa présence et le soft power français dans les pays du Golfe. C'est vrai que l'art est très riche dans ces pays, on le sait, et il a même souvent été source de polémiques, en particulier avec, je pense, à l'Égypte et le British Museum, qui avait pris beaucoup de pièces. Et il y a qui encore, d'ailleurs est en train de les rendre, il me semble. qui sont encore en espèce de procès infini pour savoir qui va les récupérer, s'ils vont les récupérer ou non. Et donc je pense que c'est une bonne chose que cet art, il leur retourne. C'est leur production, mais il faut faire attention à ce que, comme tu l'as dit, ça ne devienne pas une façade et qu'en fait, ce soit même pas accessible pour les habitants de ces pays et que ça ne se transforme pas en une arme plus économique que historique. En fait, on peut un peu faire un lien, je trouve, avec ce dont on a parlé avant par rapport au foot. C'est qu'au foot, on va assister à une Coupe du Monde au Qatar où ça va être que les plus riches des pays occidentaux et des pays du reste du monde qui vont avoir accès à cette Coupe du Monde et qui vont assister à cette Coupe du Monde. Mais c'est pas les travailleurs qui ont œuvré sur les chantiers, c'est pas tous les gens qui habitent dans ces pays, parce qu'il y a un clivage qui est méconnu du monde occidental et qu'on voit pas du tout dans les médias, dans la presse, qu'on voit pas à la télé, qu'on n'entend pas à la radio, mais la majorité des personnes dans les pays du Golfe vivent aussi dans la pauvreté. Et c'est une façade qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, et à mon très grand regret, grâce à la télé-réalité. Enfin, c'est juste pour citer un exemple. Mais si je peux continuer de parler des musées, c'est encore une fois juste pour montrer la puissance, parce que c'est des monuments qui coûtent des sommes, à mon avis, on peut même pas imaginer, tout comme la Coupe du Monde au Qatar. Et comme tu l'as dit, Nico, c'est encore une fois une façade. Et tout le monde n'aura pas accès à cette culture. Et c'est là la limite du soft power, si on considère que les musées sont une partie du soft power des pays du Golfe. Oui, et rapidement aussi, parce que tu parlais des travailleurs, mais il y a aussi la question de la femme, je pense, qui est importante dans ces pays. Clairement. Voilà, la femme, c'est pas comme en Occident, n'a pas les mêmes droits. Donc voilà, il y a aussi cette question aussi peut-être à essayer d'éclairer ou peut-être à essayer un peu de regarder, de creuser. C'est aussi, est-ce que les femmes pourront assister à la Coupe du Monde? Est-ce que les femmes pourront accéder à tous ces musées, etc.
ça peut aussi être une question intéressante à développer. Eh bien, merci encore Madeleine pour ces questions et ces sources de questionnement. Pour finir, quoi de mieux que notre invité de marque, Lucas, membre de Gémonu, qui lui aussi va nous parler d'art, mais cette fois d'architecture, encore une fois dans ces pays du Golfe. Merci beaucoup Nicolas. Et pour cette partie du podcast, j'ai envie de vous faire prendre de la hauteur. On va s'envoler à 828 mètres d'altitude pour se rendre au sommet du Burj Khalifa. Donc là, pour avoir une petite idée, on est en train d'avoir une magnifique vue sur, plus particulièrement aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï et à Abu Dhabi, la capitale de l'État. Cette facette du soft power des pays du Golfe est souvent oubliée. Donc là, on parle effectivement des Émirats Arabes Unis, mais tous les pays du Golfe mettent un accent particulier sur l'architecture, mais parce qu'en fait, elle a une place extrêmement importante dans la stratégie de ces pays. Donc je peux vous garantir que pour avoir pris l'avion avec Qatar Airways, que ce soit dans l'avion ou dans les aéroports, le nombre de publicités montrant des bâtiments qui rivalisent d'originalité avec un design extrêmement développé sont extrêmement nombreuses. Donc là, on peut rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure avec l'art. À qui est destinée cette architecture ? Certes, peut-être à l'élite proche de la famille régnante de ces pays, mais surtout pas à la population locale. C'est principalement pour les étrangers, ceux qui prennent Qatar Airways, ceux qui peuvent potentiellement visiter le pays, donc les touristes. Montrer à l'Occident que ces pays ont une architecture similaire à la leur, ont donc développer une culture similaire à la leur. Un des points extrêmement importants de cette politique architecturale des pays du Golfe, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le Burj Khalifa, c'est les gratte-ciels. On a une forme de folie et grandeur, parce que créer un gratte-ciel, créer un quartier de tours à l'architecture spectaculaire, c'est une démarche marketing pour attirer les sièges sociaux de grandes entreprises, et donc pour attirer dans les pays du Golfe les centres de décision. Donc c'est sûr qu'une entreprise, si son siège social est aux Émirats Arabes Unis, elle aura plus de mal à boycotter ce pays pour des raisons éthiques. Donc toutes les régions du monde se lancent dans des constructions pharaoniques, mais c'est dans les pays du Golfe que ce développement est le plus important. Donc par exemple, dans un décompte de 2021, il y a plus de 210 gratte-ciel à Dubaï. Cette folie des grandeurs paraît un peu quand même simpliste. Excusez un peu la comparaison, mais c'est un peu un jeu on compare qui a la plus grande. Et ça peut nous rappeler, par exemple, l'URSS pendant la guerre froide, qui a lancé un nombre de projets extrêmement importants pour montrer leur grandeur. À côté de ces gratte-ciels, on retrouve des chefs-d'œuvre d'architecture construits par ce qu'on appelle les starchitectes. Donc ces personnes comme Jean Nouvel, qui a été cité tout à l'heure par Madeleine, qui construisent des grands projets dans toutes les capitales mondiales. Et on peut par exemple notamment penser à la regrettée Zaha Hadid, architecte irakienne, qui a construit un des stades, le stade Al-Wakra, dans lequel se déroulera la Coupe du Monde 2022, donc l'année prochaine. Donc c'est vraiment des grands projets d'ampleur qui visent à montrer que ces pays aussi ont les moyens de s'offrir, grâce notamment à la rente pétrolière, des architectes qui normalement, anciennement, ne travaillaient que pour l'Occident, l'Europe, les États-Unis. On a aussi des projets pharaoniques, comme par exemple la création ex nihilo d'un archipel, ce qui paraît difficilement envisageable. Je pense ici au Palm Island, donc cet archipel en forme de palmier à Dubaï. Donc, certes, c'est magnifique pour des clips promotionnels ou des cartes postales faisant la promotion de Dubaï, mais dans les faits, on est quand même sur une construction sur la mer de tout un archipel, qui est pour des raisons environnementales pas forcément tolérable. Donc là, on commence à aller un peu sur le revers de la médaille de cette architecture des pays du Golfe. On a donc d'une part les enjeux environnementaux. Nicolas et Adam l'ont abordé tout à l'heure avec les questions de la Coupe du Monde. On est dans des pays avec une température extrêmement élevée. Il va falloir climatiser toutes ces constructions architecturales.
ce qui est un désastre environnemental, mais on a aussi ces conditions de travail des ouvriers venus essentiellement des pays de la zone, donc pour des raisons pratiques, essentiellement de pays parlant arabe, donc par exemple Afghanistan, Pakistan. Mais le sort de ces travailleurs est souvent décrit, effectivement, ils sont réduits en esclavage, leur passeport leur est retiré. Mais un point dont on parle rarement, c'est aussi voir qu'il y a aussi un soft power qui s'exerce envers ces personnes. Donc on parle souvent du soft power des pays du Golfe envers l'Occident, c'est tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi un soft power des pays du Golfe envers ces pays en développement de la région, Afghanistan, Pakistan, parce que pour avoir été justement au Pakistan, j'ai pu discuter avec des personnes qui avaient pu travailler justement sur ces chantiers, certes dans des conditions horribles, mais qui rêvaient quand même d'y retourner. Et donc c'est ça ce qui est quand même très intéressant de noter, c'est qu'ils arrivent, quand je dis ils, je parle des pays du Golfe, à être attirants pour les travailleurs étrangers, grâce notamment à l'argent qu'ils peuvent leur offrir. Ils convertissent la rente pétrolière en s'achetant ces ouvriers. Et donc ce qu'il y a, c'est que là on arrive à parler plus du globalement du développement de la région. On va pas vraiment s'étaler dessus, mais voilà, il est intéressant de noter que le soft power des pays du Golfe n'est pas uniquement orienté vers l'Occident, mais aussi vers les pays de la région. Merci Lucas. On va conclure cette émission. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais merci à toutes et à tous d'être venus pour discuter et réfléchir sur ces questions qui, à mon avis, façonnent notre monde et interrogent notre avenir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de GEMONU pour approfondir cette question du soft power dans les pays du Golfe. Et sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et vous dis à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.